Oui. Je vous- Il y a des gens qui montent, c'est Ariel. Attends, on va essayer de les faire descendre. Ok. Euh, voilà, là c'est parfait. Donc 2, 3 minutes, on va commencer le temps que. Ok, ben c'est parfait. Donc shalom ma sœur et bienvenue dans l'émission La rencontre des aigles. Ah, faut attendre un peu. Vous m'entendez? Là c'est bon? Ah, là je vous entends pas. Je ne sais pas si les autres vous entendent. Je vous entends pas du tout. Je vous entends mais de loin. Ok. Là, vous m'entendez mieux? Oui, là c'est parfait. Là vraiment c'est parfait. Donc avant de vous laisser donc vous présenter, donc je vais réintroduire donc l'émission de ce soir. Donc pour ceux qui connaissent l'émission, donc c'est La rencontre des aigles et je suis la sœur Claudia. Aujourd'hui donc on aura la particularité d'entendre un témoignage. Je vais laisser la sœur se présenter et ensuite on aura une série de questions qui vont permettre juste en termes de fil conducteur pour pouvoir structurer le live. Comme ça va vous permettre donc de pouvoir nous parler de votre témoignage et bien évidemment à la fin, on vous laissera la possibilité de pouvoir donner des conseils ou des pistes vraiment qui a lieu avec le témoignage qu'on va entendre ce soir. Donc, D'accord, très bien. sans plus tarder, je vais vous laisser donc d'abord vous présenter, ensuite on va commencer à la partie questions-réponses. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Graciela. J'ai 30 ans. Je viens d'avoir 30 ans il y a 2 mois. On m'a diagnostiqué un cancer du sein quand j'avais 17 ans. Et en plus de ça, en fait, je suis née avec une maladie du sang qui s'appelle la drépanocytose. Et donc, je suis là un peu pour raconter mon aventure avec tout ça et surtout, notamment le cancer. Ok, parfait, sœur Graciela. Donc, ben, sans plus tarder, on va commencer. Donc, la première question, c'est comment avez-vous découvert que vous étiez atteint du cancer, en fait? Alors, j'avais, dès le début de ma puberté, donc quand mes seins ont commencé à pousser, j'avais tout de suite des petites boules dans les seins. Et quand j'en parlais, bah, notamment à la personne qui m'a élevée, elle me disait non, c'est normal d'avoir des boules dans les seins. Donc moi, j'ai toujours laissé. Là, c'est quand j'avais 13 ans. Et en fait, quand j'avais 17 ans, en quelques semaines, si pas quelques jours, il y a l'une des boules qui a énormément grossi, mais vraiment en très peu de temps. Elle a gagné beaucoup de volume et en plus de ça, ça me brûlait. Ça me brûlait littéralement la peau. J'avais des traces de brûlure. C'était super chaud, quoi. Et ça me faisait super mal. Mais étant donné que j'étais habituée à tout ce qui est douleur, etc., en fait, ça m'a pas tout de suite alertée. Et c'est un jour comme ça, par hasard un petit peu, j'ai une amie, une camarade de classe, qui sans faire exprès m'appuie la poitrine et elle sent que dans mon sein c'est super dur. Et elle me dit c'est pas normal que ton sein soit dur. Et moi ça je ne le savais pas. Pour moi je savais pas qu'un sein c'était pas censé être dur. Il y avait vraiment une grosse boule dedans. Et quand j'étais partie en ce moment-là, à cause de ma première maladie, je me faisais transfuser toutes les 6 semaines. Et une fois donc je suis partie me faire transfuser, j'en ai parlé au médecin et elle m'a donné rendez-vous dans 6 semaines parce que là en fait j'étais encore dans un hôpital pédiatrique et c'est un peu ça c'est enfin la scénologie tout ça c'est ce qu'on voit plus dans les hôpitaux pour adultes et là il n'y avait pas en gros la personne qui allait pouvoir s'occuper de ça à l'instant T. Elle m'a donné rendez-vous ouais, dans 6 semaines et en fait c'était les dernières vacances avant le bac. Je passais mon bac cette année-là et moi je prévoyais quand l'été allait arriver donc d'ici 3 mois me mettre en maillot de bain, aller à la piscine avec mes copines, etc. Mais voyant ma poitrine dans l'état dans lequel elle était, moi je pensais juste à mes vacances et je me suis dit non, ça va pas être possible. Du coup, j'en ai parlé, excusez-moi, à la personne qui allait vers une clinique. Mhm. Et dans la clinique en question, donc c'était les dernières vacances avant le bac, bah, au lieu de réviser, au final, je me suis retrouvée à faire des examens pendant toute une semaine à la clinique en question. À la fin de la semaine, la clinique m'a envoyée dans un autre hôpital. Et là aussi, je me suis retrouvée à faire une semaine d'examen. Et à la fin, il y a le médecin qui m'appelle et qui dit bah faut que demain tu viennes absolument avec ta maman. Et quand je suis assise dans le cabinet du médecin, bah c'est là que j'ai à ma mère que on a diagnostiqué chez votre fille un cancer du sein. D'accord. Et quand vous avez entendu ça, que vous avez le cancer du sein, quelle a été votre réaction, votre ressenti à ce moment-là? Bah, en fait, je m'en doutais déjà un peu. Il y avait plein de petits signes qui m'ont alertée.
Notamment, bah, moi, je suis très familière au milieu hospitalier, les soignants, tout ça. Et je sais que les soignants n'ont pas le droit de montrer leurs émotions. Ils n'ont pas le droit de montrer quand ils sont choqués, ils n'ont pas le droit de montrer énormément de choses. Mais la première mammographie que j'ai faite, la technicienne, comment elle m'a regardée, comment elle m'a parlé, en fait, elle était clairement horrifiée en voyant mes seins et en me faisant passer l'examen. Et elle m'a limite crié dessus comme si j'étais sa fille en me disant mais pourquoi t'es pas venue plus tôt? C'est pas normal d'avoir laissé ça se développer à ce point-là. En fait, là déjà, ça m'avait fait un tilt. Et ensuite, le fait que le médecin m'appelle directement, que ce soit pas la secrétaire ou quoi, qui m'appelle et qui me dit demain il faut que tu sois dans mon bureau à telle heure avec ta maman. Là aussi, c'était un autre tilt et j'avais eu un troisième tilt, je sais plus trop lequel, mais en gros, tout le parcours un petit peu, je m'y attendais. J'avais compris, mais j'attendais juste que ce soit officiellement dit. Et bah, quand ça a été officiellement dit, bah, c'était un gros choc, mais enfin, j'avais déjà compris, quoi, en gros. D'accord. Donc, à la limite, vous y attendez déjà, mais vous attendez que ça soit un peu formel, que le diagnostic tombe réellement, quoi. Et, C'est ça, dans ma tête, ouais. qui me projette quelque part alors qu'on me l'a pas dit clairement. Ouais, d'accord. Donc, excusez-moi. Donc, la prochaine question, c'était, vous avez dit que vous avez subi une mammographie. Donc, est-ce qu'avant ça, donc, avant vraiment de pouvoir arriver à cette étape-là, est-ce que vous aviez déjà pensé, parce que on n'en parle pas souvent, est-ce que vous avez déjà pensé avant à vous faire dépister du cancer ou à subir une mammographie ou pas du tout? C'est quelque chose qui vous traversait même pas l'esprit? Pas du tout, parce que bah, généralement, quand on parle du cancer du sein, on parle des femmes à partir de 50 ans. Même un cas de cancer du sein à 50 ans, c'est un cas assez jeune. C'est une maladie qui se développe à partir de 55, 60, etc. J'avais 17 ans, ça m'a jamais effleuré l'esprit, quoi. Très bien. Exactement. Hormis le hormis le cancer que vous avez eu, vous nous avez dit aussi que vous êtes atteint de drépanocytose. Donc, je voulais savoir comment la drépanocytose et le cancer, les deux ensemble. Déjà, votre ressenti quand vous vous êtes rendu compte que vous avez, entre guillemets, quand on entend cancer, on se dit que c'est une maladie grave. Et on va pas minimiser aussi la drépanocytose. Donc, je vous laisserai aussi un temps de pouvoir nous expliquer un peu la drépanocytose. Et ensuite, on va essayer de comprendre comment vous avez pu votre ressenti au fait de savoir que vous avez deux grosses maladies quand même en vous, comment vous l'avez vécu au fait? Bah, même si je m'y attendais, ça a quand même été un gros choc. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, dans le cabinet du médecin, le jour où elle nous a annoncé que j'avais le cancer du sein, je me suis retirée dans ma tête, j'ai commencé à parler toute seule et à parler à Dieu. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie à Christ. Et depuis, donc là, à ce moment-là, j'avais 17 ans. Et en fait, depuis mes 15 ans, ma drépanocytose s'aggravait. J'avais des traitements de plus en plus lourds, j'avais des hospitalisations régulières, des complications, etc. Et en fait, à mes 16 ans, j'avais décidé de renier Dieu parce que je connaissais Dieu dans le sens où je suis née, entre guillemets, dans une famille chrétienne, où j'ai toujours été à l'église le dimanche, etc. Et je me suis toujours dit plus tard, moi, j'aurai une réelle relation avec Dieu. J'allais me consacrer, mais en attendant, bah, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église pour aller à l'église, quoi. Mais j'ai toujours su, en fait, que c'était réel. J'ai jamais mis en doute l'existence de Dieu ou quoi que ce soit. Et en fait, à mes 16 ans, j'ai commencé à être mis sous transfusion. Donc, je me faisais transfuser toutes les 6 semaines. Et à ce moment-là, en fait, pour moi, c'était horrible parce que ma vie dépendait littéralement du fait que les gens donnent leur sang. Et donc, je disais à Dieu, mais toi, tu es quel Dieu qui va permettre que moi, innocente, j'ai rien fait dans ma vie, que ma vie puisse dépendre du fait que les gens donnent leur sang. Donc, si les gens ne donnent pas leur sang, en fait, moi, je meurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment troublée parce que ma vie dépendait littéralement du sang des gens. Parce que je me faisais transfuser donc toutes les 6 semaines. Et littéralement, au bout de 4, 5 semaines, j'étais au bout de ma vie, au bout de mon existence. J'étais essoufflée, j'étais complètement à la limite de m'évanouir à chaque instant, quoi. Et bah ça a réveillé en moi une colère contre Dieu. Mais à ce moment-là, donc quand on me dit que j'ai le cancer, en fait, je connaissais pas d'autres solutions. J'avais entendu parler du Dieu qui guérit, etc. Et là, en fait, mon cas, il y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose, en gros. Et mais c'était aussi compliqué à réaliser parce que donc à cause de la drépanocytose, j'avais de lourds problèmes de respiration.
Et donc, on m'avait mis dans mon dossier que j'étais asthmatique pour que mes problèmes de respiration soient traités comme une maladie à part entière. Et donc là, quand on me dit que j'ai le cancer, en plus de tout ça, je me dis, donc là, je m'appelle Grace, j'ai 17 ans et j'ai 3 maladies graves, la drépanocytose, l'asthme et le cancer. C'est ça, en fait, je me suis vraiment dit cette phrase dans ma tête et c'est ça qui m'a permis de réaliser. Mais aussi, j'ai toujours entendu, enfin, j'ai toujours su que Dieu, quand il créait les gens, il les créait pas pour rien. Je me suis dit à ce moment-là, en fait, Dieu, il m'a pas envoyé sur terre pour que je meure comme ça de 3 maladies graves, pour que, en plus, ce soit une maladie qui n'est même pas celle avec laquelle j'ai grandi, celle à laquelle été habituée toute ma vie, mais une maladie qui sort comme ça un peu de nulle part, qui en finisse avec ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai développé la foi. Et donc, c'est cette foi-là qui m'a permis d'accepter et de me dire, peu importe ce qui va se passer, ça va être difficile, je vais ramener mes valises à l'hôpital, mais je crois que j'ai un Dieu qui m'a pas créé pour que je meure comme ça. J'ai une mission à accomplir sur cette terre-là et je refuse en fait de partir tant que j'aurai pas accompli cette mission. Donc, c'est un peu cette mentalité-là, cette foi qui s'est déclenchée en moi, qui m'a aidé à accepter tout ça. D'accord. Désolée, je suis quelqu'un d'émotif, donc si vous voyez mes yeux un peu briller là, donc voilà. C'est vrai que c'est ouf. C'est vrai que c'est pas évident, surtout la phrase que vous dites. Donc vous avez pris conscience à ce moment-là et vous avez dit, je m'appelle Grace et j'ai 3 grosses maladies en une seule personne et c'est pas des petites maladies, c'est vraiment des maladies qui peuvent vraiment mettre fin à vos jours et en plus, à 17 ans, c'est lourd émotionnellement, c'est un bagage lourd à porter. Avant de parler du côté émotionnel, on va essayer un peu de pouvoir un peu parler un tout petit peu de la drépanocytose. Pour ceux qui ne connaissent pas la drépanocytose, nous expliquer un peu c'est quoi la maladie et en quoi c'est là, quels sont les symptômes et autres. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie du sang. C'est lié à un défaut de synthèse de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine qu'on trouve dans le sang et plus particulièrement dans les globules rouges. C'est une hémoglobine qui attrape le fer et l'oxygène et qui du coup le transfère dans tout le corps à travers les vaisseaux sanguins. Et chez les drépanocytaires, comme cette hémoglobine est mal fabriquée, comme cette protéine est mal fabriquée, bah, elle déforme les globules rouges. Un globule rouge normal, un globule rouge. Ah, on vous entend plus. On ne vous entend plus, je sais. Non. Ah, Attendez. oui, Là, vous là c'est m'entendez? bon. Oui, oui, parfait. Ok. Donc, je disais, chez les personnes saines, un globule rouge sain, c'est un globule rouge qui est souple et qui peut donc passer dans tous les vaisseaux sanguins sans problème. Sauf que chez les drépanocytaires, au lieu d'être plats et modulables, en fait, les globules rouges sont secs, durs et cassés et déformés. Donc, ça circule pas correctement dans les vaisseaux sanguins et ça crée ce qu'on appelle un petit peu des embouteillages. Ça s'appelle des crises vaso-occlusives. Comme les globules rouges sont ouverts, déformés, etc., donc ils peuvent pas accomplir correctement leur mission de ramener partout dans le corps, dans les tissus, dans les organes, le fer et l'oxygène. Donc ça crée déjà une très grosse anémie. Et ce qui va avec l'anémie, bah, c'est la fatigue chronique. Et les CVO, donc les crises vaso-occlusives, donc quand il y a des occlusions dans la circulation sanguine, bah, ça crée de très grosses douleurs qui peuvent emmener jusqu'en réanimation. Bah, là, dernièrement, juillet-août, j'ai été hospitalisée 20 jours. L'année dernière, en 2024, j'avais été hospitalisée 33 jours et j'avais passé, je crois, 2 semaines en réanimation. Et en fait, les douleurs ne peuvent être gérées que par de grosses doses, tout ce qui est opiacé, de la morphine, de la kétamine, ce genre de choses. Et malheureusement, à cause de ça, ben, en fait, on peut souvent nous prendre pour des personnes, pour des drogués. Parce que même les médecins, ceux qui n'ont pas à faire face à cette maladie, pour eux, c'est dingue, enfin, je trouve pas d'autres mots, c'est dingue qu'on puisse consommer de aussi grosses, fortes doses d'antidouleurs, de morphine, etc. Mais c'est parce que c'est des douleurs extrêmement fortes.
C'est des douleurs très peu connues que très peu de personnes ont. Il y a même, par exemple, des femmes drépanocytaires qui ont accouché, qui ont eu des accouchements difficiles, etc., qui disent que des crises de drépanocytose, c'est beaucoup, beaucoup plus forte que la douleur de l'accouchement, par exemple. Même quand on se brise les os, etc., ben, il y a les crises de drépanocytose qui dépassent ce niveau de douleur-là. Donc, c'est vraiment un niveau de douleur qui, même auprès des soignants, est assez peu connu. Et donc, c'est une maladie qui peut du coup aussi atteindre les organes. Comme les organes ne sont pas assez nourris avec le fer et l'oxygène que les globules rouges sont censés apporter, bah, ils ont des lésions, des complications et parfois ça crée même d'autres maladies. Ça peut atteindre les reins, les poumons, enfin un peu tout, les os, etc. Donc il y a des os par exemple qui peuvent mourir. Il y a une complication qui s'appelle l'ostéonécrose. Donc ça crée, bah, comme les os sont mal irrigués, bah, les os commencent à mourir, c'est très douloureux. Et voilà un petit peu. Oula, c'est une panoplie qui peut faire peur, hein, franchement. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, c'est pas pour rien qu'on dit que vous êtes des guerriers parce que vous êtes vraiment des guerriers avec tout ça. C'est, ouf, je respire. Euh, donc voilà, j'en perds même les mots. Donc c'est vrai que vu de cet ensemble-là, ça peut vraiment faire très très peur, hein. Du coup, vu comme ça peut faire très peur. Maintenant, on a vu donc les aspects de la drépanocytose qui est déjà une maladie assez hard. Et en plus de ça, on vient vous rajouter le cancer et le traitement de la drépanocytose qui est assez lourd. Mais bon, voilà, on l'entend aussi dans le domaine médical ou certains proches que le traitement aussi contre le cancer, c'est un traitement assez lourd aussi. Donc vous aviez eu à combiner ces traitements-là. Et donc du coup, émotionnellement, comment ça se passait au fait? Bah donc en fait c'est la période où je passais mon bac et moi bah, on m'a expliqué ma maladie très tôt. Dès que j'étais enfant, quand j'avais 9 ans en fait, j'ai commencé à aller dans une colonie spéciale pour enfants malades. Et la toute première session, c'était une session où il y avait que des drépanocytaires. Donc on nous a expliqué notre maladie en long, en large, en travers, les globules rouges, les traitements, les transfusions, etc. Et quelque part dans tout ça, on nous avait un petit peu, en plus de l'explication, condamné, entre guillemets, en nous disant que bah, nous, ça servait à rien qu'on cherche à faire grand-chose dans nos vies parce que bah, toute notre vie, on sera à l'hôpital. Toute notre vie, on aura des complications. Il y a un petit souci de réseau, je ne sais pas si vous me voyez. Vous m'entendez? Ok. Donc que toute notre vie, en gros, ça sert à rien qu'on cherche à faire des choses importantes parce qu'on est condamné à être à l'hôpital tout le temps. Et en fait, moi, je m'étais donné un objectif de réussir mes études sans encombre, sans redoubler, sans difficulté, etc. Alors qu'il y a des années où je passais littéralement plus de temps à l'hôpital qu'à l'école. Mais c'était pas mon problème, donc j'avais vraiment mis un point d'honneur en fait à réussir mes études le plus loin possible et en grandissant bah, le plus loin enfin la première limite que je m'étais fixée c'était le bac. Et donc là j'arrive donc à mes 17 ans l'année du bac, mais comme je vous ai dit depuis mes 15 ans, donc dès que je suis rentrée au lycée, j'avais des complications. À mes 15 ans, j'ai commencé à avoir une machine à oxygène à la maison. À mes 16 ans, j'ai commencé à me faire transfuser. Mais j'étais focus sur mon bac. Je voulais avoir mon bac. Et quand maintenant le système scolaire, donc les CPE, la médecine scolaire, etc., voulait me mettre trop d'aménagements, j'étais pas d'accord. Parce que je me disais, c'est pas parce que je suis malade que je suis bête et que je peux pas passer mon bac comme tout le monde. Moi, c'était mon seul objectif. Donc même, on m'a diagnostiqué le cancer, c'était 2 mois avant le bac. Mais je voulais rien savoir. Je voulais quand même passer mon bac comme tout le monde. Mais après, à force, les examens, etc. Et comme bah, j'avais pas pu, en fait, les dernières vacances, je vous ai dit, moi, je les ai passées la première semaine à la clinique, la deuxième semaine à l'hôpital à faire des examens. Alors que mon plan, c'était de passer tout mon temps à la bibliothèque en train de réviser. Et comme j'ai eu un petit peu ce retard-là, j'ai quand même commencé à accepter que bah, je ne pourrais pas faire comme tout le monde et donc accepter une partie de l'aménagement. Donc on m'a proposé de passer une première partie en juin avec tous mes camarades et une deuxième partie en septembre à la rentrée. Et bah j'avais pas le choix parce que je devais être à l'hôpital tous les jours pour les traitements, pour les examens encore, pour voir comment ça allait se passer. Et donc bah émotionnellement, j'étais un petit peu dans le déni à ce moment-là. J'arrivais pas trop à accepter que bah peut-être pendant que moi je rêvais de faire mon bac là, peut-être pendant que mes camarades seraient en train de composer leur bac, moi je serais en train de me faire opérer ou en train de je ne sais quoi.
Mais je voulais rien savoir et ça, je l'ai dit au médecin. Donc j'ai quand même passé, par exemple, mon tout premier jour, ma toute première épreuve. Je suis partie la passer alors que j'avais fait une biopsie quelques jours avant. Et donc je suis arrivée en classe avec des grands pansements comme ça qui traversaient tout le haut de mon corps. Mais je voulais à tout prix passer comme tout le monde. Et pendant l'été, bah en fait j'étais concentrée sur mon bac. C'est tout. J'allais à l'hôpital, je faisais mes examens, etc. Mais émotionnellement, oui, j'étais un peu dans un déni par rapport à tout ça. Je me concentrais pas sur ça. Et comme bah, j'avais donné ma vie à Christ aussi, je priais beaucoup. Et j'étais concentrée sur l'étude et la prière. Donc émotionnellement, ça m'a permis de canaliser un petit peu. Sinon, j'allais être trop éparpillée. Ok, donc vous étiez dans le déni. Ok, Ouais. c'est ce que je retiens en tout cas, parce que effectivement vous étiez focus sur vos études, sur votre bac et tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident, effectivement, quand vous le dites. Vous avez la drépanocytose depuis que vous êtes enfant, et depuis quand vous êtes enfant, on vous dit que vous ne ferez pas des grandes études, vous n'allez arriver à rien faire. Et je pense que dans votre cerveau, c'était vraiment votre mindset, votre façon de réfléchir, c'était malgré la maladie, rien ne va m'arrêter, je vais pouvoir réussir, faire mes études, et donc c'est cette forme, vraiment, c'est cette façon de penser qui a créé une forme de déni en se disant, non, moi, c'est mes études focus et c'est ni la drépanocytose, ni le cancer qui va m'arrêter et je fonce. Voilà, c'est ça. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'en est-il du cancer? Alors aujourd'hui, du coup, ce qu'on avait vu à l'époque, donc ce qu'on m'a proposé dans la période d'examen, etc., on m'a proposé deux solutions. Ils ont vu en fait que mon cancer, je pouvais guérir grâce à une seule opération. J'allais pas être obligée d'avoir tous les traitements du cancer, donc que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie, toutes ces choses-là. Mais on me laissait deux options. Donc soit en fait, j'avais 9 tumeurs dans les deux seins, ça je l'ai pas dit. Et donc on m'a proposé soit on enlève les plus grosses tumeurs, celles qui sont cancérigènes, grosses, dangereuses, etc. Mais on laisse les petites avec un risque qu'elles se développent plus tard et que j'ai besoin de traitement. Et soit bah on fait ce qu'on appelle une double mastectomie totale. Donc ça veut dire bah on coupe l'entièreté de mes deux seins, on les remplace par des prothèses. Comme ça, on limite en fait le risque que la maladie vienne se développer plus tard, parce que là, à l'instant T, bah en gros, on pouvait s'en débarrasser sans que j'ai à passer les traitements. Et bah j'ai choisi la solution la plus qui me semblait la plus logique dans le sens où bah je préfère me débarrasser de tout. Comme ça, j'élimine en fait le risque que le cancer revienne, que j'ai à faire des traitements, etc. Si j'ai l'option d'être guérie directement, bah je choisis cette option-là. Sauf que c'était sur le coup, comme je l'ai dit, j'étais un peu dans un déni, mais ça, c'est encore rajouté du degré au déni, mais dans la douleur, dans le sens où, bah, en fait, on m'a mutilée littéralement. On m'a enlevé mon corps de femme alors que j'étais même pas encore une femme, j'avais 17 ans. J'ai eu 18 ans, en gros, je suis née en août. On m'a diagnostiqué le cancer en mai. Le temps de faire les examens, etc., ils avaient trouvé un peu ce qui était, on va dire, début juillet. En fait, ils ont attendu que j'ai mes 18 ans pour faire l'opération. Donc, j'ai eu mes 18 ans. Le lendemain, j'étais à l'hôpital pour l'opération, bah, comme c'est une maladie d'adulte, etc., pour un petit peu les choses comme ça. Et comme tout de suite, c'était pas une urgence vitale, mais il fallait quand même que ce soit réglé assez rapidement et ça pouvait être réglé grâce à l'opération. Donc, de deux solutions, vous avez choisi donc l'ablation totale de vos deux seins. C'est ce qui vous semblait sur le coup un peu plus logique. Est-ce que vous avez été donc conseillé, vous avez été suivi par des psychologues avant de prendre cette décision ou non du tout? Par rapport à ce niveau-là, le suivi, franchement, il n'était pas très. Après, en fait, c'était très rare ce que j'avais. Par exemple, je l'ai dit que j'avais 9 tumeurs et une Neuf tumeur tumeurs. qui a grossi énormément en quelques jours, qui était compliquée, etc. Ben, cette tumeur-là, c'est une tumeur qui est très rare. Et en plus, moi, elle a apparu sous la forme inflammatoire. Donc, encore plus compliquée que d'habitude. Et c'est une tumeur, et même le cancer du sang en général, en gros, plus il apparaît jeune, plus il est grave. Et donc, moi, en fait, ça faisait beaucoup d'éléments. Donc, je pense qu'ils étaient un peu dans la précipitation de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc., quoi. Donc, il n'y a pas tellement eu d'accompagnement psychologique D'accompagnement. parce que enfin, actuellement, j'aurais aimé quand même être un petit peu plus accompagnée à ce niveau Accompagné. parce que c'est quand même assez lourd de vivre ça à 17-18 ans, quoi.
Oui, c'est là aussi que je voulais en venir en me disant, et vraiment, comment vous avez ressenti ça? Parce que quand vous l'avez dit, le mot est assez fort. C'est comme si on vous a mutilé avant d'être une femme. À 17 ans, vous n'êtes pas encore une femme. Vous êtes une femme en devenir, avec des projets, avec des ambitions et tout. Et tout d'un coup, on vous dit que, on va pas se le mentir, dans l'anatomie d'une femme, que ça soit nos parties intimes, c'est ça qui constitue le fait qu'on se sente femme, en fait. Et on vous enlève une partie. Pas un seul, mais les deux. Comment vous avez vécu ça, en fait? Physiquement, quand vous vous êtes regardé ou quand vous avez subi ça? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Bah, j'ai essayé de, comme je l'ai dit, j'étais dans un déni. J'ai essayé de pas trop me concentrer sur ça et j'ai été dans ce déni-là pendant des années. Je savais que le traumatisme, en fait, était trop gros pour que je le gère à l'instant T. Si, en fait, j'ai accepté mon sort et j'ai continué ma vie. Mais le traumatisme, il était là, clairement, il est encore là aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ça, on m'a enlevé mon corps de femme avant que je sois une femme. On m'a littéralement enlevé mon corps. Et sur le coup, il n'y a pas eu vraiment d'accompagnement, etc. Et par exemple, une image, enfin, un souvenir que j'avais déjà eu, donc quand je faisais les examens, on m'avait déjà fait des anesthésies locales pour faire les biopsies, etc. Et en fait, mon chirurgien m'avait prévenu qu'après l'opération, en fait, on allait m'enlever mes nerfs et que j'aurais plus tellement de sensations au niveau de mes nerfs, etc. Mais j'avais un petit peu oublié cette information, que j'avais pas compris en fait l'impact que ça allait avoir. Je me souviens, l'un de mes contrôles post-opératoires, quand je vois mon chirurgien, je lui dis bah j'ai encore la sensation d'anesthésie. Et il me dit ah non, c'est pas l'anesthésie, c'est parce qu'on vous a enlevé vos nerfs pendant l'opération en fait. Et au début, je sentais vraiment, en fait ma poitrine était anesthésiée parce que tout de suite on m'a mis les prothèses et donc visuellement on peut pas savoir ce qui s'est passé, mais c'est pas souvent quand je le dis de manière un peu trash parce que les gens ont du mal à comprendre en fait, à réaliser tellement c'est dingue. Par exemple quand je parle avec mes copines etc, je dis ah mais moi j'ai pas de sang, c'est du plastique parce que les gens ne captent pas parce que Ne visuellement visualise pas, oui, oui, effectivement, ouais. là je dis souvent cette phrase un peu trash mais aussi pour rigoler, c'est j'ai pas de sang, c'est du plastique. Et donc bah visuellement quand j'ai des vêtements, bah j'ai quelque chose, on voit quelque chose, mais j'avais une sensation que mon corps était anesthésié. Et après, bah aujourd'hui c'est toujours la même chose, j'ai toujours pas mes nerfs, mais aujourd'hui je sens plus ce poids-là, cette odeur-là de l'anesthésie. Mais je sais que j'ai pas de sensation ou j'ai que des douleurs ou que des complications quoi. Donc, pour qu'on comprenne bien, donc après l'opération, donc tout de suite après, on vous a mis les prothèses mammaires. Donc, vous avez donc la ouais, Excusez-moi. Donc là, en fait, ouais. euh, la première opération, là à cette heure-ci, je me suis fait opérer 4 fois des seins. En fait, la première opération, elle a été faite en 2 parties parce que ils pouvaient pas tout faire. Il y avait tellement de choses à faire, c'était tellement un carnage qu'ils pouvaient pas tout faire en une fois. Donc, on m'avait déjà donné la date de la première opération qui a eu lieu donc le lendemain de mon anniversaire quand je suis allée à l'hôpital. Et 6 mois plus tard, j'ai dû retourner au bloc pour qu'ils puissent faire les finitions. Donc ça, c'était déjà calculé, mais dès la première opération, dès la première fois, on m'avait déjà tout enlevé et rajouté les prothèses. La deuxième opération, donc en janvier 2014, ça c'était les finitions. Et après, il y a eu d'autres complications qui font que je me suis fait réopérer. D'accord, ok. Donc, du coup, je voulais juste revenir sur la partie quand vous dites la sensation. Donc, vous ne l'avez plus, en fait. Vous avez l'apparence, mais comme vous dites, vos nerfs et tout ça, donc toute cette partie-là, cette zone-là, la sensation, la sensibilité, vous ne l'avez plus C'est comme si j'étais anesthésiée tout le temps. tout le temps. Ouais. D'accord. Oh là là, c'est comme je le disais pour ceux qui viennent. Donc bonsoir à tout le monde qui se sont connectés entre-temps. Donc bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Aujourd'hui, nous avons un témoignage. Vous l'avez vu passer sur les réseaux. On est au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, on parle d'octobre rose. On parle donc du cancer. Et aujourd'hui, nous avons notre sœur qui est là pour nous faire son témoignage en ce qui concerne le cancer. Mais voilà, comme on vient de le voir, la sœur,
Elle a été atteinte de plusieurs maladies, mais en tout cas, elle est là devant nous. C'est une guerrière pour nous partager son témoignage. Et comme je le dis souvent, parfois dans les témoignages, les gens ne comprennent pas le but du témoignage. Le témoignage n'a pas pour but de pouvoir se vanter comme quoi, écoutez, j'avais une maladie assez hard, mais Dieu m'a guéri, ou de se dire que non, voilà, moi voilà, je suis sortie de quelque chose de grave ou quoi que ce soit, ou bien de s'exposer, parce que là, elle se met à nu devant vous. Le live va rester, il va être enregistré, il va être publié, rediffusé dans plusieurs plateformes et tout. Donc, elle se met à nu, mais dans un seul objectif. Premièrement, c'est de pouvoir nous fortifier. Deuxièmement, c'est parce que Dieu a un message à transmettre derrière ce témoignage-là. Et troisièmement, c'est pour éduquer. C'est pour éduquer dans le sens où on a parlé de mammographie, parce que c'est quelque chose auquel elle n'y a jamais pensé. Et donc ça, c'est une forme d'éducation, c'est-à-dire qu'en tant que femme, on doit se dire, ben, à un moment donné, ça doit faire partie de notre quotidien, aller un peu faire des mammographies ou autre, avoir ces attitudes de pouvoir toucher, palper ses seins et voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais se dire dans notre éducation que qu'il faut quand même faire attention. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis, faut vraiment prendre les témoignages avec certaines pincettes parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas témoigner parce qu'ils n'osent pas se mettre à nu. Ils ont peur du jugement, du regard des autres et tout. Mais c'est vraiment important de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait, afin de pouvoir fortifier d'autres personnes qui vivent la même chose, d'autres personnes qui sont encore dans cette situation-là et de pouvoir aussi, comme je le dis, éduquer les personnes. En tout cas, vraiment, chapeau parce que ce que vous avez vécu, c'est vraiment pas, ce n'est vraiment pas évident. On va revenir un peu sur la partie de la foi parce que voilà, c'est quand même donc c'est ça qui vous a qui vous a maintenu à flot. Donc vous avez dit que vous avez déjà une vision partielle de ce qui était la relation avec Dieu et puis à 16 ans, vous avez déconnecté vu ce que vous vivez avec la drépanocytose qui n'était pas évident. Mais une fois qu'on vous a annoncé que vous avez le cancer, la drépanocytose et une maladie respiratoire, à ce moment-là, vous vous êtes dit que si c'est pas Dieu là, c'est fini pour moi. Donc, votre foi, comment elle vous a porté jusqu'à à pouvoir donc passer à toutes ces étapes-là et jusqu'à aujourd'hui? Bah, donc on revient à quand j'ai donné ma vie à Christ dans le cabinet du médecin à l'instant où on m'a dit que j'avais le cancer. Pendant que le médecin discutait avec ma maman des détails, elle disait oui, on sait que c'est un peu compliqué, mais on va vraiment tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ça aille mieux. Mais en fait, comment la dame parlait, en fait, je sais pas comment expliquer, mais dans ses yeux, je me suis déjà vue morte. Elle parlait pour parler, elle parlait des futurs traitements, mais en fait, la gravité de la chose, elle-même ne croyait pas à ce qu'elle disait. Elle croyait pas. Elle disait oui, on va accélérer le processus pour commencer les traitements le plus rapidement possible, etc. Mais même quand elle m'a examinée, je me souviens très bien, c'est comme ça que j'avais su. Quand elle m'a examinée, donc avant de dire, la manière dont elle m'a regardée, en fait, dans ses yeux, je me suis vue morte. Clairement. Elle croyait pas que j'allais pouvoir survivre à tout ça, parce que comme je vous ai dit, ma drépanocytose était à ce moment-là en train de s'aggraver. Donc à ça, on rajoute un cancer plus les traitements. Déjà, mes traitements de la drépanocytose, c'était compliqué. Les complications de la drépanocytose, c'était compliqué. Maintenant, à tout ça, on rajoute les traitements du cancer et puis le développement du cancer. Humainement, c'était impossible. Mais à ce moment-là, je me suis retirée dans ma tête et j'ai pensé au Dieu que je connais, à ce que j'entends de ce Dieu-là. Et je sais pas d'où ça m'est venu, mais j'étais convaincue que j'allais guérir et que j'allais m'en sortir. Et j'ai prié et j'ai dit à Dieu, mais je pensais en fait que j'allais passer du temps à l'hôpital. Comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression que j'allais ramener mes valises à l'hôpital, que j'allais souffrir avec tous les traitements, etc. Et que ça allait durer peut-être même 2 ans, quelque chose comme ça. Mais à la fin de ce combat, j'allais m'en sortir vivante. Et j'ai dit à Dieu, quand je sortirai de là, quand tu m'auras guéri, je témoignerai pour témoigner de ce que tu as fait, quoi. Et j'accomplirai, je comprendrai la mission que tu m'as donnée de faire sur cette terre et j'irai accomplir cette mission-là. Donc c'est vraiment ça qui m'a permis de tenir, même quand je vous ai dit que j'étais dans le déni, même psychologiquement, émotionnellement, c'était super lourd d'être à peine une femme, que je subis tout ça. Et même, vous savez, le côté pudeur, je suis une personne très pudique, mais déjà quand tu passes tout ton temps à l'hôpital, ton corps il est très souvent à nu, mais encore pire quand c'est une maladie féminine en fait. Tes, tes médecins c'est des hommes, mais enfin l'un de mes chirurgiens c'était un homme. Les opérations, t'es littéralement, désolée un petit peu si ça va choquer, mais t'es littéralement
toute nue dans une salle entourée de plein de personnes, allongée dans une salle où il fait froid, sur une table en métal, etc. Donc tout ça, c'est des choses. En fait, si je me concentrais sur ça à l'instant T, j'allais pas m'en sortir. Donc mon seul carburant à ce moment-là, c'était juste de prier, de croire que Dieu allait agir et j'en étais vraiment convaincue et de continuer un petit peu ma vie comme ça. C'est ça qui était mon moteur, mais il y avait quand même pas mal de déni, mais avec la conviction que fin des fins, Dieu allait faire quelque chose. Amen, amen. Et ben, il y a que Dieu effectivement qui peut faire ça. Et donc, est-ce il y avait des versets, quelque chose, un verset biblique qui vous réconfortait, qui revenait à tout temps, ou c'était vraiment de manière spontanée comme ça, ou Il y vous a- êtes accroché sur un verset en particulier? C'était pas un verset, c'était un chant. Celui qui dit même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. C'était ça vraiment. À cette période-là, mon opération, mon bac, c'était ma chanson. D'accord. Vraiment, c'était, on traverse la tempête dans l'océan, mais je suis tranquille car tu es là. C'était vraiment, c'est ça que je me suis accrochée toute cette période-là. Et aujourd'hui, en termes, je sais pas, est-ce que vous êtes baptisé, vous êtes attaché à une assemblée, à une communauté, ou comment vous vivez maintenant votre relation avec le Seigneur après ce qu'il a fait? Oui, bah, je me suis baptisée justement, je vous ai dit, donc j'avais eu ma première opération, c'était en deux parties. Donc, disons, c'était deux opérations. Et donc, on m'a mis des prothèses mammaires et les prothèses sont censées durer 10 ans. Sauf que ma première paire D'accord. de prothèses avait un défaut et elles ont duré que 2 ou 3 ans. Et donc, j'ai dû me refaire opérer en 2016. Là aussi, j'ai à peine les souvenirs parce que j'ai vraiment, en fait, les traumatismes étaient coincés dans un coin de mon cerveau et j'ai pas vraiment traité la chose, quoi. Mais cette période, je me souviens que c'était horrible. Mais ce qui s'est passé, bah, c'est seulement à la foi et à Dieu que je me suis accrochée. Et en fait, je me suis fait baptiser alors que je venais juste de me faire opérer. Mais j'étais déterminée à me faire baptiser. J'avais encore mes pansements et tout. C'est un peu dangereux, ne faites pas ça chez vous. Mais j'étais déterminée parce que je me disais, il y a que ça vraiment qui peut me sauver. Et j'étais déterminée à donner ma vie à Christ. Et c'est pas une opération, des pansements, des points de suture, etc., qui allaient m'empêcher de faire ça. Donc j'ai été baptisée. Et oui, j'ai été et je suis encore attachée à une assemblée. Ne faites pas ça chez vous, hein. Ça, on retient. Ah bah, c'est bien de voir que, voilà, effectivement, dans l'épreuve, c'est dans l'épreuve que vous l'avez rencontré, finalement, le Seigneur. C'est dans l'épreuve, vous l'avez rencontré, vous avez expérimenté sa main puissante. Aujourd'hui, vous êtes attaché à lui. Donc, c'est pas forcément qu'il faut être saint, qu'il faut être dans une certaine disposition pour être visité par le Seigneur. Vous avez visité dans un moment de détresse sans que vous connaissiez vraiment qui il est, mais il s'est manifesté et il a agi, et ça c'est vraiment très important de pouvoir retenir et tout ça. Et c'est bien aussi que vous soyez encore attaché à lui jusqu'à ce jour, et j'espère que votre marche avec le Seigneur va continuer. Je voudrais revenir un peu sur les traumatismes. Comme vous avez dit, c'est beaucoup pour une jeune enfant, pour une jeune fille. C'est beaucoup des traumas, malgré que vous soyez dans le déni. Mais il y a un moment, vous avez dit que vous auriez aimé être, avec un peu de recul, vous auriez aimé être accompagné. Est-ce que par la suite, après tous ces événements-là, vous avez eu un suivi, ou vous êtes juste accroché à la foi et à votre marche avec le Seigneur? Avez-vous eu un suivi par la suite ou pas du tout? J'ai commencé. De manière spontanée, hein. Est-ce que vous avez décidé de vous faire suivre par rapport au trauma, par rapport à toutes ces choses-là, ou pas du tout? En fait, c'est mon médecin parce que je prenais pas très bien mon traitement par rapport à la drépanocytose. Et c'est mon médecin qui a insisté beaucoup pour que je voie. Et généralement, enfin, je sais que c'est le cas pour ma maladie, je sais pas pour d'autres maladies, mais quand on a un peu des problèmes avec son traitement, bah, on nous envoie en fait voir la psychologue pour voir en gros d'où vient le fait qu'on a un problème en fait avec notre traitement. Et pendant des années, mon médecin il m'a proposé ça, j'ai refusé. Mais une fois, c'était l'hospitalisation de trop, mais du coup par rapport à la drépanocytose. Et là, j'ai accepté donc d'avoir un suivi psychologique. Et donc en parlant avec la psychologue,
bah elle voit que effectivement ça fait beaucoup parce que en plus de la maladie, en gros, j'ai d'autres traumas. Donc des traumas familiaux, etc. Et donc en discutant avec elle, ben, elle m'a diagnostiqué ce qu'on appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, je crois le syndrome du stress post-traumatique, quelque chose comme ça. Elle m'a diagnostiqué ça et ensuite elle m'a dit qu'on devait bah, suivre une thérapie. Sauf que j'avais des problèmes avec mon travail à ce niveau, à ce moment-là. Donc c'était un petit peu compliqué de suivre la thérapie parce qu'il y avait des conditions, etc. Et après, j'ai changé d'hôpital pour la drépanocytose. Et en fait, dans mon nouvel hôpital, il y a des psychologues, mais ils s'occupent pas de faire cette thérapie-là. Mais j'ai quand même recommencé un suivi psychologique par rapport à tout ça, quoi. Et oui, j'aurais aimé que ça ait lieu plus tôt. Mais après, en fait, je sais pas. Parce que je sais que mon déni, il m'a permis quand même de survivre. En fait, c'est comme si, c'est souvent une image que je donne quand j'essaye d'expliquer aux gens ce qui se passe un peu dans ma tête et dans ma vie. C'est comme si, jusque-là, ma vie, en fait, c'était un champ de bataille. Et moi, je traversais le champ de bataille et je recevais, par exemple, des coups de feu dans la jambe, je reçois une flèche dans le dos, il y a une mine qui explose sous mon pied. Mais moi, en fait, je me suis jamais arrêtée pour compter mes blessures, pour enlever les flèches, les armes, etc., pour commencer à penser mes plaies, clairement. Et j'ai toujours été en mode, je continue, je continue, je continue. Donc le déni, c'était un petit peu ça. Donc malgré les flèches, les mines qui explosent, les balles qu'on me tire, etc., j'ai toujours été dans une optique de pas trop calculer les blessures et de continuer en fait d'arriver à la fin du champ de bataille et on s'occupera de tout ça après. D'un autre côté, je sais que c'est un défaut parce que du coup comment je sais pas comment dire, mais en gros j'ai engrangé, j'ai gardé les traumas sans les traiter, mais en même temps c'est aussi cette capacité là à avoir pu mettre tout ça de côté et à avancer, bah, qui m'a sauvée, qui a fait que j'ai pu tenir en fait finalement. Parce que si j'aurais traité certaines choses sur le coup, je pense que j'aurais pas pu. Il n'y a pas tenu le choc. J'aurais pas pu. Ok, eh ben, donc voilà, donc du coup, on arrive presque à la fin donc de notre témoignage. Après, je vous laisserai vraiment une partie pour pouvoir sensibiliser les personnes par rapport à ce que vous avez vécu, donner des conseils, des pistes, des adresses qui peuvent aider. Mais en tout cas, pour ceux qui viennent d'arriver dans le live ou qui nous ont pris en plein cours, donc déjà, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Aujourd'hui, donc, on parle d'un témoignage de notre sœur, donc, qui a eu à subir, donc, qui a eu à être touchée par la maladie, donc, le cancer, mais en plus de ça, la sœur, donc, elle souffre de drépanocytose, donc, deux pathologies assez lourdes. Aujourd'hui, ben, par la grâce de Dieu, notre sœur est guérie, du cancer, mais la drépanocytose, entre guillemets, on dira, c'est encore son combat, mais je suis sûre que le Seigneur, de la même manière qu'il a agi, continuera donc à agir dans votre vie. Et, euh, et donc, du coup, on a aussi parlé donc de votre foi parce que c'est bien illustré la façon de dire qu'effectivement, vous avez subi le coup. D'une manière, votre déni vous a permis de pouvoir avancer parce que si vous faisiez attention à toutes ces choses-là, peut-être que ça vous aurait arrêté. Donc, je sais pas, vous me corrigez, mais donc aujourd'hui, vous êtes diplômé, vous avez eu votre diplôme avec votre détermination en deux fois, comme vous l'avez dit. Oui. Donc aujourd'hui, voilà, malgré la maladie, elle a eu son diplôme, elle était déterre, donc crois que donc c'est une façon de dire aussi que le Seigneur donc peut visiter une personne sans pour autant qu'il la connaisse vraiment. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur peut t'appeler à n'importe quel moment en fait. Donc faut juste rester attentif. Donc parfois on se dit que je dois être propre, je dois être saint, je dois être dans une certaine disposition avant de pouvoir faire appel à Dieu, à lui demander quoi que ce soit. Et là, notre sœur, elle était juste face à une maladie, face à plusieurs maladies en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle a fait appel à lui. Et bien évidemment, on sait, il le dit, je suis là, je frappe devant ta porte. Si tu veux, tu m'ouvres. Voilà, elle était là, elle a entendu sa voix et elle a laissé rentrer dans sa vie. Aujourd'hui, elle chemine avec lui et c'est vraiment, franchement, c'est un fort témoignage et je ne sais pas comment vous faites. C'est, pour moi, c'est, vous êtes à féliciter. C'est-à-dire, je dis encore, vous êtes une guerrière et sans compter ce que vous avez subi. Je rebondis un peu sur les faits quand vous avez dit que le psychologue vous avez dit que vous souffrez d'un stress post-traumatique et tout. Ça m'a fait penser un peu donc aux militaires qu'on voit souvent. En général, voilà, comme vous avez dit, vous avez subi donc une ablation.
vous avez eu des prothèses, mais vos nerfs sont complètement morts, au fait. Mais vous aviez cette sensation, et donc ça me fait penser souvent aux militaires, parfois qui reviennent des guerres, qui ont été mutilés, mais qui arrivent encore à dire, ma jambe, elle me fait mal, alors que il n'y a pas de jambe, au fait. Comment l'expliquer? Je pense qu'il faut vraiment l'avoir vécu pour pouvoir comprendre ce genre de traumatisme. Et en tout cas, je continuerai à vous dire, franchement, s'il y a moyen de vous faire soigner, comme je dis toujours, la foi, la prière n'exclut pas le fait de pouvoir se faire soigner, de se faire suivre. Parce que beaucoup, en général, on se réfugie juste dans la prière, dans la foi, on se dit, voilà, ça me suffit. Mais parfois, il y a certains traumas qui ont besoin qu'on mette les mots dessus, qui a besoin qu'ils puissent être traités, au fait. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. Donc, on peut avoir foi en Christ, mais on doit aussi, dans certains cas, se faire soigner, se faire suivre, afin de pouvoir guérir de ces choses-là. Parce que je ne sais pas, mais vous êtes amené à devenir mère peut-être plus tard, à devenir épouse peut-être plus tard, et c'est des traumatismes auxquels je pense que c'est bien de pouvoir mettre les mots dessus et de pouvoir les soigner. Donc, Totalement. en tout cas, merci pour ce beau témoignage. Merci de vous être mise à nu encore. Vous êtes mise à nu là-bas et encore ici. Vous vous mettez à nu devant des inconnus pour pouvoir nous transmettre ces témoignages. Et donc là, j'aimerais vraiment vous laisser à vous libre cours de pouvoir nous parler aux personnes qui viendront après, qui vont suivre le live, de pouvoir les encourager à toutes ces personnes qui peut-être qui vivent encore les cancers ou qui sont passées par la même chose que vous ou qui sont dans le déni. Donc franchement, qu'est-ce que vous direz à ces femmes-là si elles sont devant vous aujourd'hui? De savoir que même si la vie, elle est difficile, comment, malgré tous les combats, toutes les tempêtes, en fait, la vie vaut quand même la peine d'être vécue. Il faut pas lâcher l'affaire tout de suite parce que demain sera meilleur. Et surtout, bah, quand on est dépassé soi-même, parce que ça nous paraît trop, bah, on a un Dieu qui lui gère. Lui n'est pas dépassé par ta situation. Lui ne s'arrête pas. C'est pas ta maladie, c'est pas tes problèmes en fait qui va arrêter que Dieu soit Dieu, qui va arrêter Dieu, qui va arrêter la main de Dieu sur ta vie. Et derrière toutes les difficultés, derrière tout ce qu'on peut traverser, il y a toujours des leçons à tirer, il y a toujours un caractère à acquérir, il y a toujours quelque chose que Dieu poursuit. Même si toi tu ne le vois pas, mais il y a Dieu qui poursuit ça. Et surtout, là où toi t'es dépassé, en fait, laisse juste à Dieu. Laisse juste à Dieu parce que c'est lui qui gère, c'est lui qui connaît. Moi, c'était vraiment ça. Je suis dépassée. Moi, je peux pas, mais lui, il peut. Et donc, je le laisse agir tout simplement. C'est vraiment ça, donc on va dire par rapport à la foi. Et maintenant, physiquement, bah, faites attention à vous. Si vous avez déjà une maladie avérée, que vous avez des traitements, suivez vos thérapies, prenez vos médicaments, faites vos rendez-vous médicaux correctement, parce que le fait de prendre soin de soi, bah ça peut aider en gros à atténuer la maladie ou aider à aller mieux. Parce que bah quand on prend pas soin de soi, quand on prend pas ses traitements, qu'on fait pas attention à son style de vie, parce que bah quand on a une maladie lourde, on peut pas avoir le même style de vie que tout le monde. Et si on fait pas attention à tout ça, bah, c'est des choses en fait qui vont aggraver la maladie, qui vont faire en sorte qu'on soit à l'hôpital de plus en plus souvent, alors que parfois c'est inévitable. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais du mal à prendre mon traitement, parce que je me disais que je le prenne ou pas, je finirai à l'hôpital. Mais en prenant ton traitement, tu maximises en fait de ton côté. Il y aura toujours les fois où la maladie va se manifester, mais dans ce cas-là, tu pourras te dire au moins moi j'ai fait, et si j'avais pas fait, ben, en fait ça allait être pire. Et par rapport aux jeunes filles, à tout ce qui est scénologie, donc les problèmes au niveau des seins, etc., palpez-vous. En fait, à la moindre anomalie, n'ayez pas peur. Même si les médecins, vous sentez qu'il y a quelque chose physiquement ou juste vous sentez qu'il y a un problème, même si les médecins ne font pas attention, etc., insistez. Parce que, en fait, les maladies comme ça, plus tôt c'est détecté, plus tôt on peut le soigner, plus vite on peut en guérir, etc. Plus c'est détecté tard, bah plus on en meurt, etc. Et il y a des médecins qui sont très négligents, qui vont se dire non, c'est rien, j'ai déjà lu plein d'histoires comme ça. Mais du coup, après, quand on découvre la maladie, bah c'est trop tard ou c'est très avancé. Après, comme je dis tout ainsi, ne devenez pas hypochondriaque ni paranoïaque, mais faites quand même un minimum attention à vous. Ne flippez pas pour un rien, mais quand vous sentez quelque chose, allez consulter et surtout bah, faites le nécessaire pour savoir que bah, comme moi en fait il y avait tout pour m'alerter juste physiquement qu'il y avait un gros problème,
Mais on va dire comme j'étais un peu habituée à la douleur, etc., j'ai pas fait attention, mais c'est pas normal d'avoir une très grosse boule dans le sein qui se développe en si peu de jours, qui fait mal et qui brûle. Donc s'il y a quelque chose à ce niveau-là, consultez immédiatement. Si vous avez des douleurs, si vous avez des brûlures, si vous voyez un changement physique sur la peau de votre sein, allez consulter immédiatement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je redis aussi, hein, les sœurs là, n'hésitez pas à vous palper. Faut pas venir ici. Oh, c'est pas chrétien. Oh, c'est pas ceci. Ça va amener l'esprit de mari de nuit, l'esprit de jeune. Non, non, non. C'est ton corps, hein. Ton corps, tu as le droit de le toucher. Tu as en tout cas sans arrière-pensée, hein, je précise. Tu as le droit de le toucher. Tu as le droit de voir ce qui ne va pas. Donc, si vous observez quelconque changement. Aujourd'hui, on parle du cancer de sein parce que c'est de ça que notre sœur est venue témoigner. Mais il y a plusieurs formes de cancer. Il y a aussi le cancer de l'utérus. Il y a plusieurs formes de cancer. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout en tant que femme, de manière gynécologique ou autre, n'hésitez pas à consulter et à connaître aussi votre corps. Donc, dès qu'il y a un changement, n'hésitez pas parce qu'on a souvent aussi tendance à laisser traîner des choses. Aujourd'hui, la sœur, effectivement, elle était habituée à la douleur, à des complications, donc elle s'est dit, bah, une douleur de plus, ça va passer. Mais il y en a qui laissent traîner, même s'ils sont pas habitués à la douleur, mais qui laissent traîner des choses. On voit des choses qui ne sont pas normales, des taches, des rougeurs, mais on se dit, ah, ça va passer. L'automédication aussi, il faut arrêter à un moment donné. Et la foi aussi. La foi, c'est bien, hein, mais la foi au trans aussi, en se disant, ah, ça, j'ai déjà prié, Dieu va agir. Ah, ça, j'ai déjà prié, Dieu va agir. Maman, prends ton téléphone, appelle le médecin, va, une consultation de plus ou de moins peut sauver ta vie. Donc voilà un peu. Mais en tout cas, très beau témoignage. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de plus à rajouter concernant le cancer ou la drépanocytose. Je ne sais pas s'il y a des gens dans les commentaires qui aimeraient poser une question à la sœur par rapport à son parcours ou autre. Donc, c'est à elle aussi de voir si elle se sent à l'aise avec. Mais en tout cas, très très beau témoignage. Vous êtes vraiment un exemple, surtout l'âge à laquelle vous avez eu à vivre ça pour des si petites épaules, c'est vraiment quelque chose. Donc en tout cas, je prie que le Seigneur en tout cas continue à vous fortifier, à vous aider à avancer parce que c'était vraiment pas évident. Mais merci. Oui, je suis à l'aise s'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Et sinon, juste par rapport à la drépanocytose, j'aimerais rajouter, c'est la maladie génétique la plus répandue au monde, mais qui est très méconnue, très négligée notamment. Et c'est une maladie qui fait extrêmement souffrir. Et l'un des traitements les plus efficaces à l'heure d'aujourd'hui, c'est les transfusions. Et en fait, c'est une maladie qui touche majoritairement les populations typées, on va dire, noires, arabes, les populations antillaises, les populations asiatiques, etc. Et en fait, plus le temps avance, on se rend compte que le sang qui peut le plus nous guérir, le plus nous soigner, c'est le sang des personnes qui nous ressemblent. Et malheureusement, dans les communautés afro-caribéennes, il y a très peu de personnes qui donnent leur sang. Donc j'aimerais sensibiliser au plus du sang, parce que nous, ça nous sauve littéralement de la vie. J'ai été transfusée dans ma vie, je pense, plus d'une centaine de fois, ou en tout cas avoisinant d'une centaine de fois. Et chaque poche, en fait, c'est une personne qui donne de son temps, qui donne 1 heure de sa vie. Et pour nous, c'est littéralement la vie. J'aurais pas survécu, je serais pas ici devant vous en train de témoigner si autant de personnes n'avaient pas donné leur sang. Donc, si vous êtes en bonne santé, pensez-y, donnez votre sang, ça sauve littéralement des vies. Et même en dehors de donner son sang, en fait, c'est très important de connaître les gènes qu'on porte et du coup de savoir les gènes qu'on peut transmettre à nos enfants. Parce que la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. Donc, ça se transmet des parents à enfants. Mais les parents peuvent être bien portants, mais être porteurs du gène. Et ils ignorent qu'ils portent le gène et du coup, ils vont faire un enfant avec une personne qui, elle aussi, est bien portante, qui a l'air bien portante comme ça, mais qui est porteuse du gène. Et c'est ça, en fait, qui fait les enfants qui sont après très malades comme nous. Donc, avant de faire des enfants, s'il vous plaît, faites-vous dépister. Comme je dis souvent, on peut pas prévenir de toutes les maladies.
Il y a des choses, la vie fait que on pouvait pas calculer, on pouvait pas prévoir, mais la science aujourd'hui fait qu'on peut quand même prévenir certaines maladies. Et vraiment, si j'en parle, si je suis libre comme ça, euh, de parler de ma maladie, c'est aussi pour dire aux gens, ne faites pas ça à vos enfants. Si je montre en fait mon quotidien avec la maladie sur les réseaux, etc., c'est vraiment pour sensibiliser les gens à ce que, bah, si vous faites pas attention, si vous savez pas ce que vous portez dans vos gènes, bah, demain, vous pouvez faire un enfant qui va souffrir comme moi je souffre aujourd'hui. Ne faites pas, c'est pas une vie d'être un enfant malade. J'ai été un enfant malade, je suis malade depuis que je suis née. C'est pas une vie, tout ça. Et je vous assure que vous avez pas envie de voir vos enfants souffrir. Et donc, si vous faites partie des populations à un risque, et même pas forcément, mais faites-vous dépister. Le test pour savoir si on est porteur du gène de la drépanocytose, ça s'appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, si vous avez un projet bébé, prenez s'il vous plaît un rendez-vous avec votre médecin, demandez une prise de sang, c'est une simple prise de sang. Et comme ça, vous savez si vous portez le gène de cette maladie ou pas et si vous êtes à risque de transmettre cette maladie ou pas. Après, on est en France, il y a des solutions. La science avance. Donc moi, je suis pas radicale en disant aux gens, oui, si vous êtes porteur du gène, ne vous accoupez pas avec une personne aussi qui est porteur du gène. La science avance, mais sachez, en fait, il faut que vous avanciez en toute connaissance de cause. Tout ce que la maladie peut faire subir à votre enfant. Donc faites attention avant de faire des enfants. Moi, je parle de la drépanocytose parce que c'est ce que je connais. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi avec un tas d'enfants malades et je vous assure que si vous n'avez pas de proches malades, si vous n'avez pas de proches soignants, vous avez absolument aucune idée de toutes les maladies qui existent dans ce monde et de ce qu'elles peuvent faire à vos enfants. Donc faire un enfant, c'est pas un projet à prendre à la légère. Voilà. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, de ce que je retiens, c'est pour la drépanocytose, dépistage. Donc, pour ceux qui sont, la plupart d'entre nous, on ne le sait pas. Donc, on est toujours là, on se dit, ah, moi, je suis O positif, je suis A, je suis B, mais c'est, comme elle a dit, il y a l'électrophorèse à faire. C'est juste une prise de sang. Et donc, voilà, on pourra déterminer si vous êtes porteur sain, porteur pas sain. Donc, et ça pourrait, ben, effectivement, sauver une vie, sauver vos enfants à venir parce que comme elle le dit, un enfant, c'est un projet qui se décide à deux et avant d'y arriver, il faudrait vraiment prendre le temps de pouvoir se connaître, faire les examens nécessaires pour éviter que, en tout cas pour éviter que cela arrive. Et je retiens aussi le don du sang. Je pense que c'est quelque chose qui ne fait, c'est pour ça que je disais dans le début que les témoignages ont aussi pour but d'éduquer. Ça ne fait pas partie de notre éducation. Outre le fait de ne pas aller consulter régulièrement, le don du sang ne fait pas partie, entre guillemets, de notre éducation. Donc, prenez le temps aussi d'aller faire des dons de sang. Ça sauve des vies. Ça sauve réellement des vies. Et donc, voilà. Si vous pouvez le faire, ça serait bien. Et si vous pouvez faire aussi l'électrophorèse, ça serait bien. En tout cas, ma sœur, je vois qu'il n'y a pas, je vais te demander à la régie s'il y a des personnes qui veulent monter. S'il n'y a pas des personnes qui veulent monter, donc on va pouvoir clôturer le live. Mais en tout cas, je vous dis vraiment infiniment merci pour ce témoignage. Merci pour ce partage. Merci encore pour cette piqûre de rappel sur la foi, sur le fait que Dieu peut visiter qui il veut. Et aussi, ben, sur cette petite piqûre sur le dépistage, le don du sang, sur le fait de pouvoir, en tant que femme, consulter pour éviter effectivement plutôt la maladie, comme on parlait du cancer. Donc, plutôt la maladie est détectée, mieux c'est et mieux ça sera pris en charge pour pouvoir éviter certains dégâts, pour pouvoir éviter d'arriver effectivement dans des cas extrêmes comme le vôtre et tout. Donc, en tout cas, un grand merci pour ce témoignage. Et surtout, en tout cas, j'espère que le Seigneur continuera à faire des grandes choses dans votre vie et qu'on sera amené à se rencontrer. Peut-être vous ferez des conférences, je ne sais, autre. En tout cas, j'espère que, en tout cas, la destinée que Dieu a prévue pour vous, elle sera meilleure, en tout cas. Je vais revoir avec la régie. La sœur Yael, dis-moi si s'il n'y a pas autre chose, donc on va pouvoir clôturer. Juste un petit rappel, nous sommes l'émission donc La Rencontre des Aigles.
Nous sommes là tous les samedis à partir de 20h30 et le dimanche aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page, à pouvoir checker parce que parfois, donc, les lives peuvent être décalés et parfois nous sommes des présentateurs. Aujourd'hui, c'est moi, la sœur Claudia, mais parfois vous pouvez voir aussi le frère Doulos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir, du coup, les petits rappels, voir les thèmes qui seront prévus pour les semaines à venir. Je lis juste le commentaire. Pas de questions. Le message était très bien expliqué et très clair. Parfait. En tout cas, ma sœur Gracielle, un grand merci pour votre témoignage et j'espère donc on aura l'occasion de se voir dans d'autres circonstances et pouvoir échanger. En tout cas, bonne soirée à vous, bonne soirée à toutes les personnes qui étaient connectées. Le live sera de toute façon enregistré, il sera sur notre chaîne YouTube et d'ici quelques jours, il sera disponible aussi sur la page TikTok. Très bonne soirée à vous, bon week-end et bon dimanche. Allez à l'église demain. Merci. En tout cas, très bonne soirée à vous, ma sœur, et à très bientôt. Merci à vous également, avec plaisir. Au revoir. Merci. Bonne soirée.